Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Donc, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est la pollution numérique. Lorsqu'on envoie un mail ou qu'on regarde un film ou qu'on achète un smartphone, nous participons au réchauffement climatique sans le savoir. La question, c'est de savoir comment concilier les enjeux digitaux actuels avec l'écologie. Nous allons aborder ce sujet avec des experts du numérique responsable, Benjamin Lang et Emmanuel Soulias. Du coup, nous remercions chaleureusement nos deux invités. Donc, Emmanuel Soulias fait partie du conseil d'administration chez Les Canaux. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole et de me permettre d'intervenir avec vous sur ce sujet passionnant. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine du développement durable et de la RSE. J'ai travaillé dans des grandes entreprises en menant en place des stratégies RSE et puis j'ai dirigé 2 entreprises à impact. Enercop, qui est un fournisseur d'électricité renouvelable, et puis Pure Projet, qui est un opérateur de projets de reforestation et d'agroforesterie. Merci. Et nous avons également du coup Benjamin Lang, donc qui est au cabinet de conseil à Elan. Est-ce que tu peux aussi te présenter ? Oui, bien sûr. Merci Lucie et merci Sébastien pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Benjamin Lang, je suis un consultant en numérique responsable. Et j'ai la chance de pouvoir accompagner à la fois des personnes, des étudiants et des organisations dans la sensibilisation, dans la formation à tout ce qui est numérique responsable et ensuite dans la mise en œuvre. Donc voilà. Très bien, merci. Aujourd'hui, nous pouvons tout faire avec le numérique, regarder des films, écouter de la musique, acheter en ligne et également payer ses impôts. D'un point de vue individuel, cela peut paraître anodin, mais à l'échelle mondiale, nous générons chaque jour 3 trillions d'octets de données et cette consommation s'accentue. On veut faire un bilan, donc savoir où nous en sommes écologiquement et quelle est la part du digital. Emmanuel, si tu souhaites nous donner une réponse. Tu l'as très bien dit, Lucie, le digital, ça fait maintenant partie de nos vies, de nos usages, de l'activité économique et sociétale de chacun. C'est incontournable. Et donc, ça pose des questions, effectivement, des questions environnementales, des questions sociales, des questions de gouvernance également, qui sont très prégnantes, qui sont aujourd'hui pas tout à fait abordées. C'est-à-dire qu'autour du digital et du numérique, il y a des États, il y a du supranational, mais il y a aussi tout un tas d'acteurs économiques qui vivent du digital, qui développent tout un tas de produits, de services, de solutions, qui répondent à des besoins, va-t-on dire, mais qui créent beaucoup d'impact. Et je pense que c'est un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Voilà, en quelques mots. Très bien, merci. Benjamin, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Oui, alors moi je vais vous parler de l'impact environnemental du numérique, essayer de situer un petit peu où en est le numérique d'un point de vue environnemental. Alors, il faut savoir que sur cette question, c'est un domaine qui est assez récent finalement. La question climatique, la question environnementale, elle est connue depuis assez longtemps. Quand tu regardes par exemple les travaux du GIEC, ça fait depuis plus de 50 ans que un certain nombre et plein de chercheurs partout dans le monde travaillent à étudier les phénomènes climatiques. L'impact environnemental du numérique, c'est beaucoup plus récent. On a des études qui datent les premiers prémices de réflexion, c'est il y a 20 ans. Et là, c'est vrai qu'il y a un emballement, une accélération, parce que le sujet, il intéresse. Alors, où est-ce qu'on en est exactement ? Aujourd'hui, on estime, et je vais parler là pour le coup d'émissions de gaz à effet de serre en première approche. En termes de gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui est CO2, méthane, etc., et tout ce qui contribue finalement au dérèglement climatique, on estime que le numérique, le secteur du numérique, en 2019, on va dire, contribuait les études ne sont pas tout à fait d'accord, ça dépend, mais entre 2,1 et 3,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc le secteur du numérique, c'est un secteur, alors 2,1 à 3,9%, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour à chacun. J'ai donné l'exemple peut-être de la France, alors là on n'est pas sur 2,1 à 3,9%, mais je vais donner l'exemple de la France. En France, le numérique pollue plus que le secteur des déchets. L'étude date de 2022, je pense sur les chiffres 2021, mais en tout cas en 2022, on constatait que le secteur numérique en France polluait plus que les déchets. Donc on n'est pas sur un secteur complètement anecdotique, contrairement à une idée reçue qui est que généralement le numérique c'est complètement immatériel, le numérique c'est vert, le numérique c'est dans les nuages. En fait non, pas du tout, le numérique est très très matériel et le numérique a une empreinte et cette empreinte elle est aujourd'hui assez importante.
Je vais rajouter un élément de réponse. Là, c'est la photographie à l'instant T, aujourd'hui. Qu'en sera-t-il demain? Et là, il y a des gens qui se posent des questions, qui font des scénarios, qui essaient de voir ce qui pourrait en être. Et là, dans les scénarios les plus probables, enfin, il y a plusieurs types de scénarios qui sont élaborés, des simples, des ambitieux, on va dire. Et on pourrait atteindre 7 à 8% des émissions totales de gaz à effet de serre au niveau du numérique à horizon 2025 si on ne fait rien, sous l'impulsion notamment des nouveaux usages. Parce qu'on voit aujourd'hui, vous avez, je crois, une webcon sur les metaverses, vous avez des choses autour des véhicules autonomes, enfin, il y a plein de choses sur les véhicules autonomes, sur tout ce qui est l'intelligence artificielle, on parle de tout ça. Et tout ça, forcément, c'est un emballement de la technologie, et forcément, on se rend bien compte que, comme le numérique est matériel, on va avoir besoin de plus en plus de matériel, et si on dit que le numérique est matériel, il a besoin de plus en plus de matériel, finalement, l'empreinte environnementale va augmenter. Très bien. Du coup, comme vous parliez, il y a une crise écologique qui est en train de se jouer, et un des mots qui revient régulièrement quand on parle de cette crise, c'est les terres rares. Et du coup, parce qu'on parle de potentielle pénurie, et quel rôle pourrait jouer cette pénurie des terres rares dans cette crise? Benjamin? Je vais commencer. Du coup, en plus, c'est bien parce que ça me permet de compléter le propos. Tout à l'heure, en première question, je vous ai parlé de gaz à effet de serre, qui est le truc qui vient effectivement spontanément. Quand on pense environnement, on pense écologie, on pense dérèglement climatique. Mais l'impact du numérique n'est pas seulement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un impact sur l'épuisement des ressources naturelles. C'est également un impact sur l'utilisation des ressources de type eau, par exemple, sur la pollution de l'air, des sols et de l'eau. Quand on produit, quand on va extraire du métal qu'on va utiliser dans nos produits numériques, eh bien, on va déverser assez régulièrement, effectivement, des produits chimiques, des résidus toxiques, voire radioactifs, dans le sol, dans l'air et dans l'eau. Donc, il y a un impact, effectivement, au niveau des ressources. Donc, sur la question des terres rares et du numérique vis-à-vis des ressources, je pense que je vais vous répondre de la manière suivante. On va parler de transition énergétique. Quelque part, votre question, elle porte sur est-ce qu'on a assez de métaux pour faire la transition énergétique? Et c'est une bonne question, parce que la transition énergétique, elle implique qu'on passe finalement d'un modèle qu'on a actuellement qui repose sur les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est le gaz, le charbon, le pétrole, qu'on utilise tout le temps, partout. Et donc la transition énergétique, quand on voit les éoliennes, le solaire, etc., ça implique qu'on passe des énergies fossiles à l'utilisation beaucoup plus forte des métaux. On va avoir besoin de plus en plus de métaux. Donc en fait, le numérique, comme tous les autres secteurs, va avoir besoin de plus en plus de métaux. Pour vous donner un exemple et des chiffres, l'Agence internationale de l'énergie estime que dans un scénario où on va en 2050 vers du net zéro, on serait sur un accroissement de la demande sur le lithium, par exemple, de 50, on serait x50 en lithium. On ferait x25 sur le graphite. Et pour revenir sur la question des terres rares, on serait seulement à x8 sur les terres rares. Donc en fait, la question, elle n'est pas tant sur les terres rares, finalement, c'est pas les terres rares, c'est pas forcément la question la plus primordiale. La question, c'est est-ce qu'on aura assez de métaux pour réaliser cette transition énergétique? La réponse est on ne sait pas. C'est pas évident. Et c'est pas les terres rares qui vont être le plus discriminants, on va dire. Très bien. Emmanuel, sur le sujet des terres rares? Ouais, je peux compléter en disant qu'effectivement, on est dans une situation un peu étrange parce que le numérique et la digitalisation, c'est beaucoup présenté aujourd'hui comme un moyen de moins polluer, notamment dans les entreprises. Le zéro papier, la digitalisation, c'est présenté comme un moyen plus respectueux de la planète. Or, tu viens de le dire de manière très précise, il y a des consommations de ressources, de l'eau, des métaux, des terres rares, il y a des impacts environnementaux, et ce sujet, aujourd'hui, fait l'objet d'une réflexion qui n'est pas tout à fait aboutie. Et c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que du coup, cette explosion du digital et du numérique, ça va nous placer face à d'autres types de préoccupations qu'on n'a pas encore tout à fait identifiées, qui sont celles que tu viens d'évoquer. Donc, par exemple, le développement de la domotique dans l'habitat, le développement des usages numériques, le développement de la mobilité électrique qui est présenté comme quelque chose de vertueux par rapport à une mobilité basée sur des hydrocarbures, bien ça pose la question effectivement du lithium, de la matière première, de la conception, de l'ingénierie de tout ça, qui dégage des impacts environnementaux forts. Et ce dont je peux témoigner, moi qui ai travaillé en entreprise sur des thématiques de RSE et qui aujourd'hui audite et conseille des entreprises en matière de responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire comment les entreprises prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans le cœur de leurs activités, eh bien, c'est que le numérique et le digital, c'est un angle mort aujourd'hui.
on ne le conçoit uniquement que par les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand une entreprise fait un bilan carbone, eh bien, on va trouver X% de ce bilan carbone qui est lié au numérique et au digital, mais on ne se pose pas du tout ces questions de l'amont, ces questions de l'aval aussi, hein, c'est-à-dire de la recyclabilité et de la circularité un peu de tous ces équipements et de ces matières premières qu'on utilise. Et puis, on ne se pose pas la question non plus de la gouvernance du digital au niveau national et supranational, et on pourra en parler tout à l'heure, si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup. Concernant la conception numérique, qu'est-ce qui, selon vous, permettrait de l'améliorer? Benjamin En 3 points. Première chose, c'est de se mettre dans une démarche d'éco-conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait se mettre dans une démarche où on essaie de réduire les impacts négatifs d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle, en prenant en compte l'ensemble de son cycle de vie. C'est ce que tu disais, Emmanuel, c'est-à-dire que il ne faut pas juste penser à l'utilisation du produit, mais il faut aussi penser à comment est-ce qu'on le fabrique, et puis qu'est-ce qui va devenir à la fin. Et ça fait le lien d'ailleurs avec la précédente question, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper bien fait votre question. Très très professionnel. Mais c'est hyper bien fait parce qu'effectivement la question des métaux, par exemple, quand on posait la question des métaux, et donc la disponibilité des métaux, on voit bien qu'on n'aura pas assez de métaux pour faire tout ce qu'on veut et pour se maintenir dans ce rythme-là, et faire la transition énergétique, et faire plein de choses. Donc se pose la question, où est-ce qu'on va trouver ces métaux? S'ils sont plus assez disponibles, si on n'a plus assez de moyens pour aller les chercher? Eh ben, peut-être dans tout le stock qui existe actuellement, donc dans le recyclage, dans la réutilisation. Et aujourd'hui, l'un des freins pour recycler et réemployer, c'est que c'est mal conçu en fait au départ. Un produit pour récupérer par exemple des petits métaux, des métaux de spécialité dans un smartphone, c'est hyper compliqué pour plein de raisons, mais l'une des raisons, c'est parce que c'est pas bien réfléchi, c'est pas pensé à la conception. Et donc, il faut se mettre dans une logique d'éco-conception qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit pour dire que dès que je conçois mon produit, eh bien, je vais aussi penser à sa fin de vie, que ça soit du réemploi ou que ça soit du recyclage. Ça, c'est le premier point, l'éco-conception. Ensuite, le deuxième point, si on veut effectivement aller vers une conception plus responsable, c'est de sensibiliser et de former. Je ne peux pas faire de l'éco-conception si les gens ne savent pas ce que c'est. Bien sûr. Donc, il faut sensibiliser, il faut former, il faut sensibiliser à la fois les producteurs, ceux qui créent des produits, qui créent des services. Il faut aussi sensibiliser bien sûr les utilisateurs. Voilà, donc en gros, il faut penser à tout ça. Et bien sûr, encore une fois, je réinsiste sur vraiment penser à la fin de vie. Il faut qu'on se mette dans une logique d'économie circulaire si on veut aller vers du numérique plus responsable. Si je peux abonder et faire un parallèle avec une réflexion qui a trait dans le cadre de la transition énergétique, je voudrais faire le parallèle avec une approche que vous connaissez peut-être qui s'appelle le scénario Négawatt. Négawatt sont des experts de l'énergie qui essayent de réfléchir à la façon dont en 2030, 2040, 2050, on peut avoir un mode de fonctionnement qui utilise de l'énergie mais qui ne soit pas néfaste pour la planète. Et en fait, le scénario Négawatt, il s'appuie sur trois volets. L'efficacité énergétique, la sobriété et puis le développement massif des énergies renouvelables. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est la question des usages et donc de la sobriété. Donc il y a l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est comment on conçoit dès l'amont, comment on réfléchit au produit dans l'ensemble de son cycle de vie et notamment sa recyclabilité. Mais la sobriété, là, on n'y est pas du tout. Et dans le domaine du digital, on n'y est pas du tout. Tout est fait pour que, on l'a cité, la domotique, l'Internet, tous les usages, tout est fait pour que on consomme énormément de mégabits et de mégaoctets. Et donc, cette question de la sobriété, elle n'est pas simple à gérer, mais je pense qu'il faut y réfléchir, c'est-à-dire nos usages, comment on peut faire en sorte que déjà les gens soient au courant qu'à chaque fois qu'on consulte un site ou on envoie un message, eh bien, ça génère des impacts environnementaux, et puis essayer d'imaginer ce que ça peut représenter à l'échelle de la planète. Peut-être que je voulais citer deux actualités de cette semaine qui éclairent un peu ce sujet. La première actualité, vous l'avez peut-être entendu, c'était il y a 2 jours, c'est Ariane Espace, un champion européen qui était très fier d'avoir remporté un contrat avec Amazon. Et pour le compte d'Amazon, Ariane 6 va faire 18 lancements pour lancer des satellites que Amazon met en place pour son offre Internet, on va dire. Amazon prévoit de lancer plus de 3200 satellites dans les mois et dans les années qui viennent. Parallèlement, vous avez un autre géant qui est Starlink, qui est fondé par Elon Musk, qui lui envisage de lancer plus de 42 000 satellites pour justement avoir de l'internet haut débit et avoir cette communication digitale qui soit la plus fluide possible. Donc il faut imaginer
qu'aujourd'hui, des acteurs privés envoient des dizaines de milliers de satellites dans le ciel sans qu'aucune régulation n'ait lieu et sans que ces intérêts privés, d'une manière ou d'une autre, soient encadrés par l'État, par l'ONU, par le supranational pour dire attention, peut-être qu'il y a des impacts environnementaux en amont, mais en aval aussi. On va avoir un ciel chargé de satellites, donc pollution lumineuse, potentiellement des débris, tout un tas d'impacts qui sont aujourd'hui pas gérés. Et la deuxième actualité que je voulais partager avec vous, qui date de cette semaine, c'est le Conseil d'État qui a retoqué une décision de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques. Et l'ARCEP, en France, a accordé 2 fréquences à Starlink, donc le réseau numérique et digital et Internet de Elon Musk. Et la raison pour laquelle le Conseil d'État a retoqué cette décision, c'est que l'ARCEP n'a pas fait de communication publique et n'a pas consulté le public, les associations environnementales sur les impacts environnementaux liés à ce déploiement massif de satellites et puis ce déploiement massif d'Internet pour tout un chacun. Donc voilà, c'est ces 2 exemples pour dire que derrière le numérique, il y a nos usages, il y a la conception des terminaux, des équipements qu'on utilise, mais il y a derrière une toile, et cette toile aujourd'hui, elle va dans le ciel et elle est aussi sur Terre, et que c'est aujourd'hui un angle mort. C'est un angle mort qui n'est pas abordé parce que le digital est plutôt présenté comme un progrès, et c'est un progrès, mais une amélioration de la vie de chacun, moins d'utilisation de papier, moins d'utilisation peut-être de déplacement, mais il faut bien garder en tête que derrière, c'est un peu le Far West aujourd'hui, et c'est aussi un sujet social et environnemental fort. Oui, tout à fait. Et du coup, en parlant de toutes ces personnes, ce public, de la sobriété, qui sont du coup les consommateurs d'objets connectés, qui sont actuellement mal informés de toutes ces problématiques, comment pouvons-nous faire pour les responsabiliser, faire changer les mentalités Benjamin, par exemple. Alors, là où tu as raison, enfin, là où la question elle porte son sens, c'est que, encore une fois, si on prend l'empreinte environnementale du numérique, je vais le redire, mais le gros de l'empreinte, il est sur la fabrication des terminaux utilisateurs. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que c'est le poste de dépense qui produit le plus de gaz à effet de serre, mais aussi sur tous les autres indicateurs, c'est la fabrication des terminaux utilisateurs, y compris de tout ce qui est IoT, terminaux connectés. Ça, c'est une chose. Ensuite, faut se dire qu'il y a... Je vais d'abord saluer un certain progrès. Il y a un progrès, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, quand il achète un produit, alors peut-être pas sur les enceintes connectées, mais en tout cas sur les smartphones, c'est sûr, il y a ce qu'on appelle un indice de réparabilité. Ça, c'est une avancée qui a été permise grâce à la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire, qui date de 2019, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ça a introduit l'obligation, en 2021, d'afficher un indice de réparabilité. Si vous allez dans votre magasin préféré pour acheter un smartphone, normalement, il doit y avoir cet indicateur-là qui fait état de, effectivement, la durée de garantie du constructeur, enfin, la disponibilité des pièces par constructeur, la facilité de réparation, la documentation disponible. Plein de critères. Donc ça, c'est un premier progrès. Et sachant que ça, c'est une première étape, en 2024, il devrait y avoir l'indice de durabilité qui permettra de savoir effectivement combien de temps je peux conserver mon équipement, il fonctionne. Donc le consommateur a déjà de l'information. Encore faut-il que le consommateur prenne conscience de cette information et comprenne ce qu'il y a derrière cette information. Ça ne se pas berné par ça. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, informer et sensibiliser. Et ensuite, donc, deuxième point, effectivement, sensibiliser, bien sûr. Sensibiliser les utilisateurs sur les impacts, sensibiliser sur l'impact, encore une fois, je vais revenir là-dessus, sur l'impact de la fabrication des terminaux, et peut-être éviter de céder à tout ce qui est phénomène d'obsolescence psychologique, qui sont des phénomènes où... parce que j'entends de la publicité, parce qu'il y a un phénomène promotionnel, par exemple, je vais aller acheter un nouveau matériel alors que mon matériel existant fonctionne très très bien. Donc on va essayer d'éviter de mettre à la poubelle des matériels qui fonctionnent bien. Ça, il faut éviter absolument ça, et l'utilisateur, le consommateur doit être éduqué là-dessus. Et ensuite, j'avais un autre point que j'ai oublié. Très bien, nous allons laisser la parole à Emmanuel. Ouais, je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à cette question, parce que... moi, dans mon quotidien, j'essaye de faire gaffe à tous ces sujets. J'essaye d'être le plus décroissant possible. C'est un mauvais terme, décroissant, ça fait peur à pas mal de monde. Mais en tout cas, de faire gaffe à mes usages et aux impacts environnementaux de mon mode de vie.
Mais j'ai 2 fils qui ont 21 et 18 ans, et alors c'est un échec total. C'est-à-dire que je pense que le téléphone est greffé dans leurs mains, donc c'est du 24/24 d'une part, et puis d'autre part, ils sont assez sensibles effectivement aux nouvelles versions de tel téléphone, l'iPhone, je sais pas combien là. Et donc, ils dépensent un pognon de dingue là-dedans, et c'est vraiment un sujet pour eux d'avoir les nouvelles fonctionnalités, d'avoir le truc qui va bien. Voilà. Donc, je suis pas bien placé pour répondre à la question, mais je pense que c'est un réel sujet, qu'on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation, et c'est très bien que vous fassiez cette émission ici aujourd'hui et dans cette école, que vous vous penchiez sur ces sujets. Parce que je parle des jeunes, mais en fait ça fait un peu vieux con. Mais nous aussi, on est quand même super attachés à ça. C'est très séduisant, c'est très pratique. Voilà. Donc la démarche de sensibilisation, elle est pas simple, et je pense qu'il faut seriner, comme on le fait régulièrement, le fait que à chaque fois, encore une fois, qu'on utilise un appareil numérique qui a des impacts environnementaux et sociaux aussi, hein, parce qu'on en parle peu. On est sur le sujet écologique aujourd'hui, mais tu parlais de l'extraction des métaux, des terres rares. Voilà, on imagine très bien ce qui peut se passer dans certains pays. C'est pas propre. Voilà, donc il faut sensibiliser, et je pense, tu as cité la loi AGEC, je pense que la réglementation, c'est pas toujours fun de dire ça, mais c'est quand même un élément important. Et les acteurs économiques, on le sait, hein, quand ils sont pas régulés, eh ben, ils vont aller vers leur pente naturelle, qui est de chercher le profit et le développement économique, et peu importe les impacts sociaux et environnementaux. Donc, il faut que collectivement aussi, en tant que citoyens, on soit vigilant à ça, et que on attende de nos dirigeants aussi qu'ils soient vigilants à ça, et qu'ils puissent réguler, qu'ils puissent organiser, encadrer, qu'ils puissent fixer des quotas, des seuils, voire des pénalisations sur une valeur ajoutée qui serait créée et qui serait néfaste pour l'environnement et pour le social. Très bien, Est-ce que merci. je peux juste Vas-y, rajouter bien 2 sûr. petits points ultra rapides, promis, je prends pas beaucoup de temps. Juste rajouter le fait que tous les utilisateurs, les citoyens peuvent se sensibiliser. Il y a des ateliers, il y a plein d'ateliers, il y a plein de docs qui existent maintenant sur le sujet. Et je vais citer un atelier que j'adore, qui est la fresque du numérique, qui est un atelier qui permet de sensibiliser de manière super sympa toute personne aux enjeux environnementaux du numérique. Et mon deuxième point que je voulais dire, c'est qu'on parle des utilisateurs, mais il ne faut pas oublier, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel, qu'il n'y a pas que les utilisateurs. Hein, il y a bien aussi les producteurs de services, il y a bien le législateur. Tous ces gens-là, il faut aussi les sensibiliser aux impacts environnementaux du numérique. C'est des choses qui progressent, mais qui vont peut-être pas, à mon sens, pas assez vite. Et en tout cas, il n'y a pas que l'utilisateur. Bien sûr que l'utilisateur, il a une responsabilité, mais qu'il n'est pas tout seul. Que c'est tous ensemble qu'on va faire bouger les choses. Très bien, merci. Pardon. Donc, face à ce constat, il est urgent de repenser notre façon de consommer, comme on l'a dit. Pour vous, quelles sont les bonnes pratiques numériques à adopter pour réduire son empreinte digitale en ligne? L'un de vous va prendre la parole. Ouais, j'ai pas de solution, clé en main ou idéale. Je pense qu'il faut se désengager un peu de cette dépendance collective qu'on a à ces outils, et à toutes les fonctionnalités, et encore une fois à toute cette facilitation de la vie qu'on a avec ça. C'est magique, hein, c'est très clairement magique. Voilà, mais il faut arriver à avoir une espèce d'hygiène de vie, et de se dire que, alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, hein, mais que les rapports humains, c'est aussi riche, que la lecture, c'est aussi très bien. Voilà, donc il y a une espèce d'attractivité qui est éminemment forte, et qui est, je pense, du jamais vu pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on a accès à tout instantanément au travers d'un petit machin ou d'un ordinateur. C'est magique, c'est proprement magique. Mais il faut prendre conscience du fait que ça peut être aussi un gouffre et un entonnoir duquel on peut pas sortir. Voilà. Donc je pense qu'il y a une hygiène de vie qui passe par de la sensibilisation, qui est de dire, bah voilà, on peut aussi communiquer, on peut aussi interagir, on peut aussi échanger sans avoir recours à des solutions numériques. Je le dis de manière appuyée, parce que, comme vous le savez tous, on sort d'une période, et on n'en est peut-être pas encore tout à fait sorti, où on a été confinés, où on a tous énormément utilisé ces outils numériques, que ce soit professionnellement ou dans notre vie privée, parce que les contacts humains étaient limités. Et je pense que quelques études commencent à sortir, et qu'il y en aura de plus en plus, qui vont nous montrer que ça ajoute au stress, en fait. C'est-à-dire que le stress d'avoir cette anxiété autour d'une pandémie, autour d'une société où tout va vite, et où globalement on est attaqué par différents virus, bactéries et autres sujets,
eh bien, ce stress, cette anxiété-là, elle peut être aggravée par l'utilisation du numérique. Parce que avec le numérique, on a accès à tout, mais absolument tout, au moment présent, et que tout n'est pas forcément joyeux, tout n'est pas forcément réconfortant, tout n'est pas de mesure à nous donner de la joie de vivre et de l'espoir. Et donc voilà, je pense il y a aussi quelque chose à encadrer, mais c'est très très compliqué, bien évidemment, hein. Sensibiliser et encadrer sur le fait que voilà, cet accès permanent et continu au numérique, c'est un accès permanent à beaucoup de choses intéressantes, mais à beaucoup de merde également. Et donc, du coup, ça peut quand même psychologiquement atteindre notre communauté. Je pense aux jeunes, mais je pense à nous aussi, hein, de manière générale, de manière assez forte. Voilà. Donc, travailler sa dépendance aux objets Ben, connectés. je pense qu'il faut travailler, il faut un peu se forcer à, je sais pas, moi, aller faire du sport, aller se balader en forêt, aller boire des coups entre copains et mettre ça de côté. Voilà. Très bien. Aller au théâtre. Alors moi déjà, je souhaite réagir par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, puisqu'on est dans un studio et là tout le monde est sur son téléphone, son smartphone dans le studio, donc c'est plutôt rigolo effectivement de voir la dépendance au smartphone. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors dans les trucs et astuces effectivement pour réduire son empreinte environnementale, alors je le redirai jamais assez, les premiers gestes c'est effectivement d'allonger la durée de vie de son équipement. Hein, de vos smartphones, de vos ordinateurs, et si vous voulez vous en séparer, essayez de donner une seconde vie à cet équipement. Il peut servir à quelqu'un d'autre et donc il va éviter qu'on en fabrique un nouveau. Donc clairement, ça c'est le premier geste et c'est celui qui aura le plus d'impact. Après, dans vos usages quotidiens, il y a quelques petits trucs. Sachez que si vous devez regarder par exemple une vidéo, essayez de la regarder plutôt chez vous en Wi-Fi ou en filaire, mais pas en tout cas. Le réseau mobile consomme plus que le réseau filaire ou le réseau cuivre ou DSL, ou fibre, pardon. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Essayez de faire réparer votre matériel, encore une fois, c'est des choses. Et oui, bah oui, si effectivement, moi je souscris à 200% à ce que dit Emmanuel, et effectivement, essayer de réduire notre dépendance au numérique, ça serait génial. Et peut-être dire non à des conneries comme Roblox ou je sais pas, des conneries comme ça, je sais pas. Voilà. Très bien, merci. Du coup, on va en venir à Back Market, qui est le spécialiste des appareils électroniques reconditionnés, donc seconde main. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce suffisant? Pensez-vous à d'autres alternatives? Est-ce que je trouve que c'est une bonne initiative et ça va dans le bon sens. Et on en parlait un peu avant l'émission. Il y a la même chose autour de la mode avec Vinted et Vestiaire Privé, je crois. Et c'est très bien, c'est super. Enfin, on est dans l'économie circulaire, dans la réutilisation, dans le reconditionnement. C'est forcément vertueux. Et par ailleurs, moi, quand je travaillais chez Pure Projet, on plantait des arbres pour Back Market. Alors, planter des arbres, ça veut rien dire, hein, c'est de la compensation, on se met l'esprit tranquille. Mais voilà une entreprise qui est probablement labellisée Bicorp, qui se met sur le créneau du reconditionnement, qui essaye de faire quelque chose pour l'environnement. Je pense qu'ils ont un argumentaire et des éléments de langage qui poussent à prendre conscience effectivement du fait que ça se jette pas, mais ça se recycle et ça peut se réutiliser. Voilà, donc c'est très bien. Est-ce que ça suffit? Probablement pas. Voilà, donc, mais il faut juste mettre en valeur ces belles initiatives et essayer d'imaginer que l'économie étant ce qu'elle est, Back Market sera pas le seul acteur, il y en aura d'autres, et donc ça sera très bien, ça sera vertueux. Et puis peut-être que, on l'a dit tout à l'heure, hein, on va avoir une tension sur les ressources, on va avoir une tension sur les métaux, on va avoir une tension sur l'énergie. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va être contraint, je pense, et j'espère, à réfléchir à cette obsolescence programmée, à la durée de vie des équipements et à la recyclabilité en fin de vie des équipements. Donc je pense que Back Market, je les connais pas plus que ça, mais je dirais que c'est plutôt une bonne initiative. Et je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça crée une dynamique et que d'autres acteurs les suivent et que, encore une fois, forcé ou contraint, on va arriver à cette conception de la production qui est un peu plus fine que je produis, j'ai une durée de vie limitée et je jette. Mais je conçois dès le début des équipements dont on sait qu'ils seront reconditionnés, recyclés. Très bien, merci. Benjamin? Effectivement, c'est une bonne initiative parce que ça favorise le réemploi, le reconditionnement, donc ça c'est bien. Après, il faut savoir ce qu'est Back Market. Back Market, c'est une place de marché. C'est-à-dire que Back Market ne produit pas, n'assure pas le reconditionnement et le réemploi des terminaux. En fait, ce sont des revendeurs derrière. Donc on va avoir... alors, il y a certains, a priori, il y a certains critères de sélection, donc c'est plutôt une bonne chose, mais il y a un peu à boire et à manger forcément derrière. Donc, c'est à nous aussi
utilisateurs, consommateurs, pour le coup, d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Surtout que derrière Back Market, il y a plein justement d'organisations, souvent qui sont dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qui font ces opérations de réemploi, de reconditionnement. Je vais citer par exemple les ateliers du bocage, qui sont une émanation d'Emmaüs. Je vais citer Ecoder, je vais citer ASF. Il y a plein de structures comme ça. Et en plus, c'est vraiment des structures super parce que généralement, ce sont soit des chantiers d'insertion, c'est-à-dire un chantier d'insertion, c'est une organisation qui accueille des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Ça peut être des ex-dollars, ça peut être des gens qui dorment dans la rue, ça peut être des gens qui ont des difficultés. Il y a les chantiers d'insertion, il y a les ESAT qui vont permettre d'accueillir aussi des personnes en situation de handicap. Et donc, on va avoir toutes ces personnes-là qui vont contribuer finalement à réemployer, à reconditionner, réemployer nos matériels numériques. Et ces structures-là, encore une fois, c'est du win-win absolu, quoi. On est à la fois sur un truc très, très social et sur un truc qui est dans l'économie circulaire et qui va complètement aller dans le sens de l'écologie. Donc, c'est super. Très bien. Merci Excellent. beaucoup. Du coup, en cette période d'élection présidentielle, on vous a préparé une toute petite surprise à la fin. Un petit jeu. En imaginant que vous seriez, du coup, ministre de la Transition écologique, si vous deviez donner une mesure que vous devriez prendre pour pouvoir faire évoluer un petit peu les choses. Sur le numérique ou de manière globale? Sur l'écologie digitale, donc oui, restons centrés sur le numérique. C'est un piège. Petite question piège. Un piège, hein. Ouais. Pour un peu de spontanéité. Tu vois, la spontanéité, genre, 200% pas. Ouais. C'est pas- Quelque chose qui vous vient en tête, c'est... Bah, écoute, si j'étais ministre de la Transition écologique de Jean-Luc Mélenchon, du prochain président, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un angle mort, c'est-à-dire c'est un sujet qui est pas vraiment dans les radars. Donc déjà, j'en ferai une priorité. Et puis, je pense que je mandaterai les services de l'État, pas des cabinets de conseil, les services de l'État qui sont suffisamment compétents pour le faire, pour faire un premier audit de cette filière digitale et numérique en France et en Europe. Peut-être partager ça avec nos amis européens et d'avoir une clarté sur les chiffres et les impacts. Parce que c'est quand même un sujet qui fait pas l'objet d'un screening, j'allais dire, exhaustif. Donc, premier élément, avoir un audit un peu ou une évaluation un peu de cette filière du numérique et d'essayer d'en identifier les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, on en a beaucoup parlé, et les enjeux sociaux aussi, parce qu'encore une fois, derrière toute cette production, cette consommation, il y a des enjeux sociaux. Je pense que c'est pas fulgurant comme mesure, mais c'est un préalable à toute politique ou à toute action un peu finaude de partir sur la base d'un état des lieux partagé. Voilà. Et c'est pas rien de dire dans l'agenda politique, on parle de climat, on parle de biodiversité, on parle de l'eau, on parle de tous ces biens communs. Mais il y a quelque chose qui émerge, qui est de l'impalpable, qui est de l'immatériel, et on a dit que c'était pas si immatériel que ça d'ailleurs, qui est cette profusion digitale et numérique. Et donc, penchons-nous là-dessus, faisons-en un sujet et évaluons vraiment ces impacts environnementaux. Après, les solutions, on les a plus ou moins évoquées, hein. Il y a de la sensibilisation, il y a de l'encadrement, il y a de la mutualisation, il y a du recyclage, de la réutilisation. Mais voilà, mais partons d'un point de départ qui est de dire c'est un sujet et évaluons les impacts globaux de cette filière et de ses usages. Très bien, merci. Benjamin. Moi, j'ai eu un peu plus de chance qu'Emmanuel, j'ai pu réfléchir. Oui, c'est ça. Je t'ai vachement écouté. Alors, déjà, je pense que si j'étais, ce que j'espère d'ailleurs, non, pas du tout, ministre de la Transition écologique, déjà, peut-être que j'agirais sur d'autres secteurs que le digital d'abord en priorité. J'essaierais d'interdire la viande de bœuf, peut-être, de limiter les transports en avion, enfin, tous les trucs qui impactent un peu plus que notre secteur du numérique. Mais bon, si je devais me concentrer quand même sur le numérique, il y a peut-être deux mesures que je prendrais. Imaginons qu'on est dans un monde totalement utopiste, où la France a les pleins pouvoirs sur le monde entier, on est d'accord, et elle a pouvoir sur les GAFAM sans problème, il n'y a aucun problème. Donc, si j'ai vraiment ce pouvoir-là, j'oblige à ce que les matériels soient garantis au moins 7 ans. Parce que c'est trop peu. Actuellement, on est dans un modèle où c'est 2 ans. Alors, les choses changent, mais j'irai vraiment plus loin. Et la deuxième mesure que je prendrais, c'est que j'interdirais l'obsolescence logicielle. Donc en gros, même si aujourd'hui il y a un délit qui existe là-dessus, je serais beaucoup plus vigilant à ce que ça soit appliqué et je serais beaucoup plus dur. Je trouve ça inadmissible et aujourd'hui c'est la cause principale de mise en déchet de nos équipements électroniques, c'est que
les OS, donc les systèmes d'exploitation ou les logiciels, font que je peux plus utiliser mon matériel. Et ça, c'est inadmissible. Tu serais beaucoup plus précis que moi, mais en même temps, tu auras eu plus de temps pour réfléchir. Donc c'est pas mal. Ouais. On pourrait faire un binôme d'ailleurs. Exactement. Je te laisserai la com. Ça serait pas très mix ni diversifié, mais bon. Ouais. Bien. Merci beaucoup Emmanuel Soulias et Benjamin Lang d'être restés avec nous pendant 40 minutes pour discuter de l'écologie digitale. Nous vous remercions à ceux qui ont également suivi le live. Et du coup, nous vous donnons rendez-vous pour l'atelier crypto qui viendra juste après. Cyberharcèlement, pardon. Cyberharcèlement. Donc, merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous.